L'introduction de la critique de la raison pure est une section importante de l'œuvre de Kant, qui pose les fondements de la philosophie critique. Kant y expose les raisons pour lesquelles il a entrepris cette critique, ainsi que les principales questions auxquelles il tente de répondre. Kant commence par affirmer que la raison pure est capable de connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, indépendamment de toute expérience. Cependant, il constate que la métaphysique, qui cherche à connaître l'essence des choses, n'a pas réussi à produire des résultats satisfaisants. Il soutient que cela est dû au fait que la raison pure a tendance à se perdre dans des spéculations abstraites et à produire des illusions. Pour Kant, la solution consiste à effectuer une critique de la raison pure, c'est-à-dire à examiner de manière critique les conditions et les limites de notre connaissance, afin de déterminer ce qui est possible ou impossible à connaître. Cette critique doit être basée sur une analyse de la structure de l'esprit humain, qui nous permet de comprendre les conditions nécessaires à la connaissance. Kant affirme également que la critique de la raison pure est un préalable nécessaire à toute métaphysique valide, car elle permet de déterminer les limites de notre capacité à connaître les choses. Il considère que la métaphysique doit être fondée sur une connaissance solide des limites de la raison humaine, afin d'éviter les spéculations inutiles et les illusions. En résumé, l'introduction de la critique de la raison pure pose les fondements de la philosophie critique, qui consiste à examiner de manière critique les conditions et les limites de notre connaissance, afin de déterminer ce qui est possible ou impossible à connaître. Cette critique est basée sur une analyse de la structure de l'esprit humain, qui nous permet de comprendre les conditions nécessaires à la connaissance. La section 1 de la critique de la raison pure, intitulée « Des sensations », se concentre sur la manière dont nous recevons les informations du monde extérieur par le biais de nos sens. Kant soutient que les sensations sont la source première de toutes nos connaissances, car elles sont le moyen par lequel nous recevons des informations sur le monde extérieur. Kant distingue deux types de sensations, les sensations externes, qui sont liées aux objets physiques extérieurs à nous, et les sensations internes, qui sont liées aux états de notre propre corps. Les sensations externes sont liées aux cinq sens que nous possédons, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Selon Kant, ces sens nous permettent de recevoir des informations sur la forme, la grandeur, la couleur, le son, le goût et l'odeur des objets qui nous entourent. Cependant, Kant souligne que les sensations ne sont pas suffisantes pour produire une connaissance complète du monde. Les sensations sont en effet limitées à la perception des phénomènes, c'est-à-dire des apparences des choses telles qu'elles apparaissent à nos sens. Kant soutient que les phénomènes ne nous donnent qu'une connaissance superficielle des choses, et que pour connaître leur essence, il est nécessaire de recourir à la raison et au concept pur de l'entendement. Kant affirme également que les sensations sont soumises à des conditions a priori, c'est-à-dire des conditions qui sont indépendantes de l'expérience et qui sont nécessaires pour que la perception soit possible. Ces conditions sont liées à la structure de notre esprit, et permettent de comprendre pourquoi nous percevons les choses de telle ou telle manière. En résumé, la section 1 de la critique de la raison pure est consacrée à l'analyse des sensations et de leur rôle dans la connaissance. Kant affirme que les sensations sont la source première de toutes nos connaissances, mais qu'elles ne sont pas suffisantes pour produire une connaissance complète du monde. Les sensations sont soumises à des conditions a priori, qui sont liées à la structure de notre esprit et qui permettent de comprendre pourquoi nous percevons les choses de telle ou telle manière. La section 2 de la critique de la raison pure, intitulée « Du temps et de l'espace », se concentre sur les conditions a priori de la perception, à savoir le temps et l'espace. Kant soutient que le temps et l'espace sont des formes pures de l'intuition, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants de toute expérience et sont nécessaires pour que la perception soit possible. Kant affirme que le temps est une forme pure de l'intuition qui permet de percevoir la succession des phénomènes. Le temps n'est pas une chose en soi, mais plutôt une forme a priori de notre sensibilité. Selon Kant, le temps est une condition nécessaire pour que nous puissions percevoir les changements qui se produisent dans le monde, et il est donc indispensable à toute expérience. De même, Kant considère que l'espace est une forme pure de l'intuition qui permet de percevoir la simultanéité des phénomènes. L'espace n'est pas non plus une chose en soi, mais une condition a priori de la perception qui nous permet de percevoir les objets comme étant situés à une certaine distance les uns des autres. Kant soutient que l'espace est une condition nécessaire pour que nous puissions situer les objets dans l'environnement et pour que nous puissions nous mouvoir dans cet environnement. Kant affirme également que le temps et l'espace ne sont pas des concepts empiriques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dérivés de l'expérience, mais sont plutôt des formes a priori de notre sensibilité. Ces formes sont donc universelles et nécessaires pour tout être humain capable de percevoir le monde. En résumé, la section 2 de la critique de la raison pure se concentre sur les conditions a priori de la perception, à savoir le temps et l'espace. Kant soutient que le temps et l'espace sont des formes pures de l'intuition qui permettent de percevoir la succession et la simultanéité des phénomènes.
Ces formes sont universelles et nécessaires pour toute perception humaine et ne sont pas dérivées de l'expérience. La section 3 de la critique de la raison pure, intitulée « De la forme pure de l'intuition sensible », approfondit l'analyse de la perception en étudiant les caractéristiques de la forme pure de l'intuition sensible, à savoir le temps et l'espace. Kant affirme que le temps et l'espace ne sont pas seulement des formes a priori de la sensibilité, mais aussi des conditions pour l'existence même des phénomènes. Sans le temps et l'espace, les phénomènes n'auraient aucune existence possible. Kant soutient également que la forme pure de l'intuition sensible est indépendante de tout contenu empirique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une expérience particulière. En étudiant plus en détail la forme pure de l'intuition sensible, Kant identifie deux caractéristiques fondamentales, l'extensivité et la succession. L'extensivité fait référence à la capacité du temps et de l'espace à se présenter comme des grandeurs mesurables. La succession, quant à elle, renvoie à la capacité du temps à se présenter comme une série d'événements qui se succèdent les uns aux autres. Kant souligne également que la forme pure de l'intuition sensible est à la base de toute connaissance sensible, mais qu'elle ne suffit pas à produire une connaissance intellectuelle. Pour accéder à une connaissance plus profonde, il est nécessaire de recourir aux catégories de l'entendement, c'est-à-dire au concept pur de la raison. En résumé, la section 3 de la critique de la raison pure approfondit l'étude de la perception en analysant les caractéristiques de la forme pure de l'intuition sensible, à savoir le temps et l'espace. Kant identifie deux caractéristiques fondamentales, l'extensivité et la succession. Il souligne également que la forme pure de l'intuition sensible est à la base de toute connaissance sensible, mais qu'elle ne suffit pas à produire une connaissance intellectuelle. Je pense que vous voulez dire, section 1, du concept de l'analytique transcendantale, car il n'y a pas de section intitulée « du concept de l'analyse transcendante » dans la critique de la raison pure. Si c'est bien le cas, voici le développement de la section 1. La section 1 de la critique de la raison pure, intitulée « du concept de l'analytique transcendantale », pose les fondements de l'analyse transcendantale, qui est la méthode que Kant utilise pour examiner la nature de la connaissance a priori. L'analytique transcendantale se concentre sur les concepts purs de l'entendement, qui sont des concepts universels et nécessaires pour toute expérience possible. Kant affirme que la connaissance a priori est possible grâce aux concepts purs de l'entendement. Ces concepts ne sont pas dérivés de l'expérience, mais sont plutôt des conditions nécessaires pour que l'expérience soit possible. Kant appelle ces concepts des catégories et les divise en 12, regroupés en 4 classes, quantité, qualité, relation et modalité. Par exemple, la catégorie de la substance est une catégorie de la relation, qui permet de penser que les objets ont une existence permanente indépendamment de leur apparence. Kant soutient que les concepts purs de l'entendement permettent une analyse transcendantale des connaissances a priori, car ils permettent de comprendre les conditions qui rendent possible toute expérience. C'est en examinant ces conditions que l'on peut découvrir les principes fondamentaux qui gouvernent notre compréhension du monde. En outre, Kant distingue entre l'analytique et le synthétique dans l'analyse transcendantale. L'analytique se réfère à la connaissance a priori qui peut être obtenue simplement en analysant les concepts purs de l'entendement. Elle consiste à examiner les conditions de possibilité de toute expérience, sans avoir besoin d'examiner des objets particuliers. Le synthétique, quant à lui, se réfère à la connaissance a priori qui ne peut être obtenue qu'en reliant des concepts purs de l'entendement à des objets particuliers. Elle consiste à étendre la portée de nos connaissances en établissant des connexions entre les différents concepts. En résumé, la section 1 de la critique de la raison pure pose les fondements de l'analyse transcendantale, qui est la méthode utilisée par Kant pour examiner la nature de la connaissance a priori. Kant soutient que la connaissance a priori est possible grâce aux concepts purs de l'entendement, qui sont des conditions nécessaires pour toute expérience possible. Les concepts purs de l'entendement permettent une analyse transcendantale des connaissances a priori en examinant les conditions qui rendent possible toute expérience. En outre, Kant distingue entre l'analytique et le synthétique dans l'analyse transcendantale. La section 2 de la critique de la raison pure, intitulée « Du concept de la synthèse transcendante », explore le rôle de la synthèse dans la connaissance a priori. Kant affirme que la synthèse est nécessaire pour combiner les diverses intuitions sensibles en un ensemble cohérent, et que cette synthèse est elle-même un acte de l'entendement. Pour Kant, la synthèse est la capacité de combiner des éléments en un tout cohérent. Il soutient que toute perception est en réalité une synthèse d'éléments sensoriels individuels, qui sont regroupés pour former une perception cohérente. La synthèse est donc un processus actif de l'esprit qui permet à l'expérience de prendre forme. Kant soutient également que la synthèse est un acte de l'entendement. L'entendement est la faculté de penser les concepts et de les appliquer à l'expérience. Il utilise les concepts purs de l'entendement pour organiser les éléments sensoriels individuels en un tout cohérent. Ainsi,
la synthèse est un processus qui implique l'application des concepts purs de l'entendement à l'expérience sensible. En outre, Kant distingue entre la synthèse empirique et la synthèse transcendantale. La synthèse empirique est la combinaison d'éléments individuels en une perception cohérente. Elle est basée sur l'expérience sensorielle et utilise des concepts empiriques. En revanche, la synthèse transcendantale est la combinaison des concepts purs de l'entendement avec les données sensorielles pour produire une perception cohérente. Elle est basée sur la connaissance a priori et utilise des concepts transcendants. Kant soutient que la synthèse transcendantale est essentielle pour comprendre la nature de la connaissance a priori. C'est la synthèse transcendantale qui permet à l'expérience de prendre forme et d'être comprise. Sans la synthèse transcendantale, l'expérience sensorielle serait simplement une collection d'éléments individuels, sans lien entre eux. En résumé, la section 2 de la critique de la raison pure explore le rôle de la synthèse dans la connaissance a priori. Kant soutient que la synthèse est nécessaire pour combiner les diverses intuitions sensibles en un ensemble cohérent, et que cette synthèse est elle-même un acte de l'entendement. Il distingue entre la synthèse empirique, qui est basée sur l'expérience sensorielle, et la synthèse transcendantale, qui est basée sur la connaissance a priori. La synthèse transcendantale est essentielle pour comprendre la nature de la connaissance a priori et permet à l'expérience de prendre forme et d'être comprise. La section 3 de la critique de la raison pure, intitulée « Du principe de la synthèse transcendante en général », approfondit la notion de synthèse transcendantale présentée dans la section 2. Kant y développe notamment le concept de l'unité synthétique de la perception, qui est essentiel pour comprendre comment la synthèse transcendantale opère dans la connaissance a priori. Kant commence par expliquer que la synthèse transcendantale est fondée sur un principe de l'entendement qui est à la fois synthétique et a priori. Ce principe est l'unité synthétique de la perception, qui est la capacité de se percevoir soi-même comme étant le sujet d'une expérience donnée. Kant soutient que l'unité synthétique de la perception est nécessaire pour unifier les différentes intuitions sensibles et concepts purs de l'entendement dans une expérience cohérente. Selon Kant, l'unité synthétique de la perception est une condition nécessaire pour toute expérience consciente. Elle permet à l'esprit de synthétiser les intuitions sensibles en un tout cohérent, en les reliant à un sujet pensant, à savoir le moi transcendantal. Cela signifie que toutes les intuitions sensibles sont reliées les unes aux autres par l'intermédiaire du moi transcendantal, qui est la source de l'unité synthétique de la perception. Kant explique également que l'unité synthétique de la perception est une condition nécessaire pour la formation des jugements synthétiques a priori. Il soutient que l'entendement est capable de former des jugements synthétiques a priori en vertu de son pouvoir de synthèse transcendantale. L'unité synthétique de la perception est donc nécessaire pour l'établissement de ces jugements, car elle permet la synthèse des concepts purs de l'entendement avec les intuitions sensibles pour produire une connaissance a priori. Enfin, Kant souligne que l'unité synthétique de la perception est une condition nécessaire pour la liberté humaine. Il soutient que la liberté ne peut être comprise que si l'on reconnaît que le moi transcendantal est capable de se poser comme la cause de ses actions, indépendamment des lois causales qui régissent le monde sensible. Cette liberté est rendue possible par l'unité synthétique de la perception, qui permet au moi transcendantal d'agir comme une cause autonome. En résumé, la section 3 de la critique de la raison pure approfondit la notion de synthèse transcendantale présentée dans la section 2, en développant notamment le concept de l'unité synthétique de la perception. Selon Kant, l'unité synthétique de la perception est une condition nécessaire pour unifier les différentes intuitions sensibles et concepts purs de l'entendement dans une expérience cohérente. Elle est également nécessaire pour la formation des jugements synthétiques a priori et pour la liberté humaine. La section 4 de la critique de la raison pure, intitulée « Du schématisme des concepts purs de l'entendement », traite de la question de la relation entre les concepts purs de l'entendement et les intuitions sensibles. Kant y développe le concept de schématisme, qui est une opération de l'imagination permettant de relier les concepts purs de l'entendement aux intuitions sensibles. Kant commence par expliquer que les concepts purs de l'entendement, tels que la causalité, la substance, la qualité, etc., sont des concepts universels et abstraits qui ne peuvent être appliqués aux objets particuliers de l'expérience qu'à condition d'être reliés à des intuitions sensibles. Or, selon Kant, il existe une différence de nature entre les concepts purs de l'entendement et les intuitions sensibles, qui empêche une simple superposition ou correspondance entre eux. Pour résoudre ce problème, Kant introduit le concept de schéma, qui est une image mentale ou une représentation imaginaire permettant de relier un concept pur de l'entendement à une intuition sensible. Le schéma est une opération de l'imagination qui consiste à trouver une forme temporelle ou spatiale correspondant à un concept pur de l'entendement, de manière à rendre possible leur application à une intuition sensible. Ainsi,
Par exemple, le concept pur de l'entendement de causalité peut être relié à l'intuition sensible d'une succession temporelle, à condition d'être schématisé par une représentation imaginaire permettant de relier la cause et l'effet dans le temps. De même, le concept de substance peut être relié à l'intuition sensible d'une permanence dans l'espace, à condition d'être schématisé par une représentation imaginaire permettant de relier les différentes manifestations de la substance dans l'espace. Kant souligne que le schématisme est une opération de l'imagination qui est indispensable pour toute connaissance a priori, car il permet de relier les concepts purs de l'entendement aux intuitions sensibles. Le schématisme est donc une condition nécessaire pour la possibilité de la connaissance a priori. En résumé, la section 4 de la Critique de la raison pure introduit le concept de schématisme, qui est une opération de l'imagination permettant de relier les concepts purs de l'entendement aux intuitions sensibles. Selon Kant, le schématisme est une condition nécessaire pour toute connaissance a priori, car il permet de surmonter la différence de nature entre les concepts purs de l'entendement et les intuitions sensibles. La section 5 de la Critique de la raison pure, intitulée « Du système des concepts purs de l'entendement ou des catégories », est consacrée à l'analyse des concepts fondamentaux de la pensée humaine, que Kant appelle les catégories. Selon Kant, ces concepts sont les conditions nécessaires de toute expérience possible, et ils sont donc indispensables pour la connaissance a priori. Kant commence par expliquer que les concepts purs de l'entendement, tels que la substance, la cause, la relation, etc., ne sont pas simplement des abstractions ou des généralisations, mais qu'ils ont une fonction essentielle dans la connaissance. Ces concepts sont les conditions nécessaires de toute expérience possible, car ils permettent de structurer les données de l'intuition sensible et de les relier entre elles de manière intelligible. Pour Kant, les catégories sont des concepts universels et nécessaires de la pensée, qui permettent de penser l'unité et la cohérence du monde sensible. Les catégories sont des concepts purs de l'entendement qui ont une fonction de synthèse, car ils permettent de relier entre elles les intuitions sensibles et de construire une représentation cohérente du monde. Kant distingue 12 catégories fondamentales, qui se regroupent en 4 classes de 3 catégories chacune. Les 4 classes de catégories sont la quantité, unité, pluralité, totalité, la qualité, réalité, négation, limitation, la relation, substance et accident, cause et effet, réciprocité, et la modalité, possibilité, existence, nécessité. Chaque catégorie est définie par une règle ou un principe de synthèse qui permet de relier les intuitions sensibles entre elles. Par exemple, la catégorie de cause et effet implique que tout événement doit avoir une cause, et que cette cause doit être antérieure à l'effet. La catégorie de substance et accident implique que tout objet doit avoir une substance permanente qui lui donne son unité, et que les accidents qui lui sont associés doivent être subordonnés à cette substance. Kant souligne que les catégories ne sont pas des concepts arbitraires ou conventionnels, mais qu'elles sont fondées sur la nature même de l'entendement humain. Les catégories sont donc des conditions a priori de la connaissance, qui permettent de structurer les données de l'intuition sensible et de construire une représentation cohérente du monde. En résumé, la section 5 de la Critique de la raison pure analyse les catégories fondamentales de la pensée humaine, qui sont les conditions nécessaires de toute expérience possible. Selon Kant, les catégories sont des concepts purs de l'entendement qui ont une fonction de synthèse, car ils permettent de relier les intuitions sensibles entre elles et de construire une représentation cohérente du monde. Les 12 catégories sont réparties en 4 classes de 3 catégories chacune, et chacune est définie par un principe ou une règle de synthèse. La section 6 de la Critique de la raison pure, intitulée « De la déduction transcendantale des catégories », est une analyse de la manière dont les catégories fondamentales de la pensée humaine sont déduites à partir des conditions a priori de la connaissance. Kant explique que les catégories sont des concepts purs de l'entendement qui ont une fonction de synthèse, car ils permettent de relier les intuitions sensibles entre elles et de construire une représentation cohérente du monde. Cependant, il souligne que les catégories ne peuvent pas être simplement postulées ou supposées, mais qu'elles doivent être déduites à partir des conditions a priori de la connaissance. La déduction transcendantale des catégories consiste donc à montrer que les catégories sont nécessaires à la construction d'une représentation cohérente du monde sensible, en déduisant ces catégories des conditions a priori de la connaissance, telles que l'intuition sensible et les concepts purs de l'entendement. Kant distingue 2 types de déduction transcendantale des catégories, la déduction objective et la déduction subjective. La déduction objective consiste à montrer que les catégories sont des conditions nécessaires de toute expérience possible, en déduisant leur validité à partir des caractéristiques générales de l'expérience, telles que la succession temporelle et la causalité. La déduction subjective consiste à montrer que les catégories sont des conditions nécessaires de la pensée elle-même, en déduisant leur validité à partir des capacités a priori de l'entendement, telles que la capacité de synthèse et la capacité de jugement.
Kant montre ainsi que les catégories ne sont pas des concepts arbitraires ou conventionnels, mais qu'ils sont déduits à partir des conditions a priori de la connaissance. Les catégories sont donc des conditions nécessaires de toute expérience possible et de la pensée elle-même. En résumé, la section 6 de la critique de la raison pure est consacrée à la déduction transcendantale des catégories, qui consiste à montrer que ces catégories sont déduites à partir des conditions a priori de la connaissance, telles que l'intuition sensible et les concepts purs de l'entendement. Kant distingue deux types de déduction transcendantale des catégories, la déduction objective et la déduction subjective. Ces déductions montrent que les catégories sont des conditions nécessaires de toute expérience possible et de la pensée elle-même. La section 7 de la critique de la raison pure, intitulée « De la déduction des concepts purs de la raison », est consacrée à la déduction des concepts purs de la raison, tels que l'idée de Dieu, l'âme, la liberté et l'immortalité. Kant soutient que ces concepts ne peuvent pas être déduits de manière transcendantale comme les catégories de l'entendement, car ils ne sont pas des conditions nécessaires de l'expérience sensible. Kant fait la distinction entre deux types de raisonnement, le raisonnement analytique et le raisonnement synthétique. Le raisonnement analytique est un raisonnement qui ne fait qu'expliciter les implications logiques d'une proposition donnée, sans ajouter quoi que ce soit de nouveau. Par exemple, tous les célibataires sont des hommes est une proposition analytique, car la notion de célibataire est incluse dans la notion d'homme. Le raisonnement synthétique, en revanche, est un raisonnement qui ajoute quelque chose de nouveau à notre connaissance. Par exemple, le chat est noir est une proposition synthétique, car elle ajoute une nouvelle information sur le chat. Kant soutient que les concepts purs de la raison sont des concepts synthétiques, car ils ajoutent quelque chose de nouveau à notre connaissance. Par exemple, l'idée de Dieu ajoute une nouvelle entité à notre connaissance du monde, qui ne peut pas être déduite à partir de l'expérience sensible. Cependant, Kant affirme que les concepts purs de la raison ont une fonction régulative, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction normative sur notre pensée. Par exemple, l'idée de Dieu régule notre pensée en nous conduisant à chercher une cause ultime pour les phénomènes que nous observons. La déduction des concepts purs de la raison consiste donc à montrer que ces concepts ont une fonction régulative sur notre pensée, en les reliant à notre besoin pratique de chercher une cause ultime pour les phénomènes. Kant soutient que la déduction de ces concepts purs de la raison est donc une déduction de la finalité, qui vise à montrer que ces concepts ont une fonction normative sur notre pensée. En résumé, la section 7 de la critique de la raison pure est consacrée à la déduction des concepts purs de la raison, tels que l'idée de Dieu, l'âme, la liberté et l'immortalité. Kant soutient que ces concepts ne peuvent pas être déduits de manière transcendantale comme les catégories de l'entendement, car ils ne sont pas des conditions nécessaires de l'expérience sensible. Cependant, ces concepts ont une fonction régulative sur notre pensée, en nous conduisant à chercher une cause ultime pour les phénomènes. La déduction des concepts purs de la raison consiste donc à montrer que ces concepts ont une fonction normative sur notre pensée. La section 1 de la critique de la raison pure, intitulée « De la discipline de la raison pure en général », est consacrée à l'explication de la méthode que Kant a utilisée pour mener son enquête sur la raison pure. Kant explique que pour parvenir à une connaissance certaine et valide, il est nécessaire de suivre une discipline de la raison pure, c'est-à-dire une méthode qui permet de distinguer clairement les connaissances vraies des connaissances fausses. Kant commence par faire une distinction entre deux types de jugements, les jugements analytiques et les jugements synthétiques. Les jugements analytiques sont ceux dans lesquels le prédicat est contenu dans le concept du sujet. Par exemple, un triangle à trois côtés est un jugement analytique, car la notion de triangle inclut la notion de trois côtés. Les jugements synthétiques, en revanche, sont ceux dans lesquels le prédicat n'est pas contenu dans le concept du sujet. Par exemple, ce livre est rouge est un jugement synthétique, car la couleur rouge ne fait pas partie de la notion de livre. Kant soutient que la raison pure ne peut produire que des jugements synthétiques, car elle ne peut pas se contenter d'expliciter les implications logiques d'une proposition donnée. Au contraire, elle doit ajouter quelque chose de nouveau à notre connaissance, en reliant des concepts qui ne sont pas déjà liés dans l'expérience sensible. Cependant, Kant affirme que pour que ces jugements synthétiques soient vrais et valides, ils doivent être fondés sur des principes a priori, c'est-à-dire des principes qui sont indépendants de l'expérience sensible et qui sont nécessaires pour la connaissance. Ces principes sont ce que Kant appelle les synthèses a priori, qui sont des relations nécessaires entre des concepts purs de la raison. Pour découvrir ces synthèses a priori, Kant utilise une méthode qu'il appelle la méthode transcendantale, qui consiste à partir de l'expérience sensible pour découvrir les conditions nécessaires de cette expérience. Ainsi, Kant examine les concepts purs de l'entendement, tels que l'espace, le temps et les catégories, pour découvrir les synthèses a priori qui permettent de fonder les jugements synthétiques de la raison pure. En résumé,
La section 1 de la critique de la raison pure est consacrée à l'explication de la méthode que Kant a utilisée pour mener son enquête sur la raison pure. Kant affirme que pour parvenir à une connaissance certaine et valide, il est nécessaire de suivre une discipline de la raison pure, qui consiste à utiliser des principes a priori pour fonder les jugements synthétiques de la raison pure. Pour découvrir ces principes a priori, Kant utilise la méthode transcendantale, qui consiste à partir de l'expérience sensible pour découvrir les conditions nécessaires de cette expérience. La section 2 de la critique de la raison pure, intitulée « Du canon de la raison pure », est consacrée à la question de savoir comment évaluer la validité des jugements synthétiques a priori produits par la raison pure. Kant soutient que pour évaluer ces jugements, il est nécessaire de suivre un « canon de la raison pure », c'est-à-dire une méthode pour juger de la validité de ces jugements. Kant commence par souligner que le canon de la raison pure est nécessaire car la raison pure produit des jugements qui ne peuvent être confirmés ou infirmés par l'expérience sensible. Ainsi, si l'on veut éviter l'erreur, il est nécessaire de suivre un ensemble de règles pour évaluer la validité de ces jugements. Le canon de la raison pure repose sur deux principes fondamentaux, le principe de la clarté et le principe de la distinctivité. Le principe de la clarté stipule que tout concept ou toute proposition doit être clairement compris pour être valide. Autrement dit, les concepts utilisés dans un jugement doivent être précisément définis et compris de manière à ne pas être sujets à confusion. Le principe de la distinctivité stipule quant à lui que tout concept ou toute proposition doit être distinctement distingué de tous les autres concepts ou propositions. Autrement dit, les concepts utilisés dans un jugement doivent être clairement différenciés les uns des autres afin d'éviter toute confusion. Kant explique également que pour juger de la validité d'un jugement synthétique a priori, il est nécessaire de vérifier si ce jugement satisfait à trois critères, la nécessité, l'universalité et l'objectivité. La nécessité stipule que le jugement ne peut pas être autrement que ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est nécessairement vrai. L'universalité stipule que le jugement s'applique à tous les cas possibles, c'est-à-dire qu'il est vrai pour tout le monde, en tout lieu et en tout temps. Enfin, l'objectivité stipule que le jugement ne dépend pas de l'opinion ou du point de vue de l'observateur, mais est fondé sur des principes a priori qui sont indépendants de l'expérience sensible. En résumé, la section 2 de la critique de la raison pure est consacrée à la question de savoir comment évaluer la validité des jugements synthétiques a priori produits par la raison pure. Kant affirme que pour évaluer ces jugements, il est nécessaire de suivre un canon de la raison pure, qui repose sur les principes de la clarté et de la distinctivité, ainsi que sur les critères de la nécessité, de l'universalité et de l'objectivité. En suivant ces principes et ces critères, il est possible de juger de la validité des jugements synthétiques a priori et d'éviter les erreurs de raisonnement. La section 3 de la critique de la raison pure, intitulée « Du système de la raison pure dialectique », aborde la question de la raison pure lorsqu'elle s'applique à des domaines qui dépassent les limites de l'expérience. Kant soutient que la raison pure peut être source d'illusions et de contradictions lorsque ces concepts sont appliqués à des domaines qui ne relèvent pas de l'expérience. Kant distingue deux types de raisonnement, la raison démonstrative et la raison dialectique. La raison démonstrative est un raisonnement qui utilise des principes clairs et distincts pour arriver à une conclusion certaine. La raison dialectique, quant à elle, est un raisonnement qui utilise des concepts confus et indistincts pour arriver à une conclusion incertaine ou erronée. Kant affirme que la raison pure dialectique utilise des concepts qui ne sont pas clairement définis, ce qui conduit à des contradictions logiques et à des illusions. Kant soutient que la raison pure dialectique peut être divisée en deux parties, la dialectique transcendantale et la dialectique de la raison pure. La dialectique transcendantale concerne la raison pure lorsqu'elle est appliquée au concept de l'entendement et au jugement synthétique a priori. Kant soutient que la dialectique transcendantale conduit à des illusions lorsque la raison pure applique ces concepts de manière erronée, en les utilisant en dehors de leur domaine de validité. La dialectique de la raison pure concerne quant à elle la raison pure lorsqu'elle est appliquée au concept de la raison et aux questions métaphysiques, telles que l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et la liberté. Kant soutient que la dialectique de la raison pure conduit également à des illusions et à des contradictions logiques. Pour résoudre ces problèmes, Kant affirme qu'il est nécessaire de distinguer les limites de la raison pure, c'est-à-dire de déterminer le domaine de validité des concepts et des principes de la raison pure. Il soutient que la raison pure ne peut s'appliquer qu'aux objets de l'expérience, et que toute tentative d'appliquer la raison pure à des domaines qui dépassent les limites de l'expérience conduit inévitablement à des contradictions et à des illusions. Ainsi, pour éviter les erreurs de la raison pure dialectique, il est nécessaire de suivre les principes de la raison démonstrative et de rester dans les limites de l'expérience. En résumé, la section 3 de la critique de la raison pure aborde la question de la raison pure lorsqu'elle s'applique à des domaines qui dépassent les limites de l'expérience.
Kant affirme que la raison pure dialectique peut conduire à des contradictions et à des illusions, et qu'il est nécessaire de distinguer les limites de la raison pure pour éviter ces erreurs. Pour cela, il est important de suivre les principes de la raison démonstrative et de rester dans les limites de l'expérience. La section 4 de la critique de la raison pure, intitulée « De l'illusion transcendantale », aborde la question des erreurs que peut commettre la raison pure dans son utilisation des concepts de l'entendement. Kant soutient que la raison pure peut être source d'illusions, c'est-à-dire de représentations fausses ou trompeuses, lorsque ces concepts sont appliqués de manière erronée ou lorsqu'ils sont utilisés en dehors de leur domaine de validité. Selon Kant, ces illusions sont le résultat de l'application de concepts qui ne correspondent pas à des objets réels de l'expérience. Kant identifie 3 types d'illusions transcendantales: l'illusion transcendantale de la dialectique cosmologique, l'illusion transcendantale de la dialectique théologique et l'illusion transcendantale de la dialectique psychologique. L'illusion transcendantale de la dialectique cosmologique concerne la question de l'existence de l'univers en tant que totalité. Kant affirme que la raison pure est tentée d'appliquer ces concepts de manière illusoire à cette question, en utilisant des concepts tels que l'infini ou l'éternité qui ne correspondent pas à des objets réels de l'expérience. Cela conduit à des illusions telles que l'idée d'un monde infini et éternel, qui est en contradiction avec les limites de l'expérience. L'illusion transcendantale de la dialectique théologique concerne la question de l'existence de Dieu. Kant soutient que la raison pure est tentée d'appliquer ces concepts de manière illusoire à cette question, en utilisant des concepts tels que l'existence nécessaire ou l'infini qui ne correspondent pas à des objets réels de l'expérience. Cela conduit à des illusions telles que l'idée d'un être parfait et infini, qui est en contradiction avec les limites de l'expérience. Enfin, l'illusion transcendantale de la dialectique psychologique concerne la question de l'existence de l'âme. Kant affirme que la raison pure est tentée d'appliquer ces concepts de manière illusoire à cette question, en utilisant des concepts tels que la substance ou la permanence qui ne correspondent pas à des objets réels de l'expérience. Cela conduit à des illusions telles que l'idée d'une âme immortelle, qui est en contradiction avec les limites de l'expérience. Pour résoudre ces problèmes, Kant affirme qu'il est nécessaire de distinguer les limites de l'entendement, c'est-à-dire de déterminer le domaine de validité des concepts de l'entendement. Il soutient que les concepts de l'entendement ne peuvent s'appliquer qu'aux objets de l'expérience, et que toute tentative d'appliquer ces concepts à des domaines qui dépassent les limites de l'expérience conduit inévitablement à des illusions. Ainsi, pour éviter les erreurs de l'illusion transcendantale, il est nécessaire de suivre les principes de la raison démonstrative et de rester dans les limites de l'expérience. En résumé, la section 4 de la critique de la raison pure aborde la question des erreurs que peut commettre la raison. Dans cette section de la critique de la raison pure, Kant explore la manière dont la raison peut être utilisée de manière dialectique, c'est-à-dire de manière trompeuse ou fallacieuse, en particulier lorsqu'elle est appliquée à des questions qui dépassent les limites de l'expérience possible. Kant distingue entre l'usage régulier et l'usage dialectique de la raison. L'usage régulier de la raison implique l'utilisation des concepts et des principes qui sont fondés sur l'expérience et qui peuvent être vérifiés ou falsifiés par celle-ci. L'usage dialectique de la raison, en revanche, utilise des concepts et des principes qui dépassent les limites de l'expérience et qui ne peuvent être justifiés ou prouvés de manière concluante. Selon Kant, l'usage dialectique de la raison peut mener à des illusions transcendantales, c'est-à-dire à des erreurs de raisonnement qui ont pour source la tentative de dépasser les limites de l'expérience possible. Les illusions transcendantales sont notamment liées aux antinomies de la raison, qui sont des contradictions apparentes qui surgissent lorsque la raison tente de s'appliquer à des questions qui dépassent les limites de l'expérience. Kant montre que la raison peut être utilisée de manière dialectique pour soutenir des arguments contradictoires sur les mêmes questions. Il présente des exemples d'antinomies qui portent sur des questions telles que l'existence de Dieu, la liberté et l'immortalité de l'âme. Ces antinomies résultent de la tentative de la raison de s'appliquer à des concepts qui dépassent les limites de l'expérience possible. Kant affirme que la seule solution aux antinomies de la raison est de reconnaître les limites de la connaissance humaine et de la raison, et de s'en tenir aux questions qui peuvent être résolues par l'expérience et la raison régulière. Ainsi, selon Kant, la raison dialectique a une utilité limitée, mais elle peut néanmoins servir à mettre en évidence les limites de la connaissance et à encourager la réflexion critique.